Bonjour et bienvenue dans Source diplomatique, le podcast au cœur de la diplomatie française. Pour comprendre la fabrique de la diplomatie, cette nouvelle série va réunir des agents du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais aussi des invités extérieurs. L'idée est de décrypter pour vous l'impact, passé ou actuel, des grands sujets de société sur la diplomatie. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la mise en récit par l'image des affaires étrangères. Et dans cette première partie, sur l'apparition de la photographie comme incarnation de la diplomatie, nos invités vont vous montrer comment les diplomates se sont emparés très tôt de cet outil pour témoigner de leur action. Et nous entrerons dans les coulisses des photographes du Quai d'Orsay. Avec nous, Jean-Philippe Dumas, conservateur général du patrimoine aux archives diplomatiques et auteur du livre Trésor du Quai d'Orsay, un siècle d'archives photographiques chez Flammarion. Frédéric Delamure, vous avez été le photographe officiel du Quai d'Orsay pendant près de 40 ans. Vous venez de rassembler vos meilleurs clichés dans un album fascinant, Un photographe au Quai d'Orsay, aux éditions de La Martinière, avec beaucoup de grands moments d'histoire internationale et des photos où, je le précise, on ne voit pas que des chefs d'État et des diplomates, loin de là. Et puis Judith Litvine, vous avez pris la suite de Frédéric Delamure au même ministère comme photographe officiel dans le suivi quotidien de l'actualité diplomatique à travers le monde. Vous écoutez Source diplomatique. Jean-Philippe Dumas, ce qu'on découvre d'abord en ouvrant votre album, c'est que les diplomates ont été des pionniers de la photographie avant même que la presse ne s'en empare. Bien sûr, oui. C'était d'ailleurs, il y a beaucoup de photos, les premières photos de certains pays, par exemple les premières photos de Chine, ont été prises par un diplomate français. Pourquoi ? Parce que la France a inventé la photographie, vous savez, c'est le procédé daguerre. Et à l'époque, la France, très généreusement, avait décidé d'offrir le procédé au monde, donc l'a diffusé. Et les diplomates l'ont emmené partout, que ce soit en Amérique latine, en Russie, et puis en Chine, dès les années 1840. Ouais, mais ce n'est pas seulement un hobby de diplomate. Le but, il y a un but politique, c'est-à-dire présenter des preuves, témoigner d'une situation. Alors au début, c'était quand même un peu un hobby, parce que c'était pas un procédé qui était facile, et puis ça rentrait pas dans le protocole. Aujourd'hui, c'est facile de faire des photos dans un petit appareil, etc. À l'époque, quand vous aviez des plaques de verre qu'il fallait les préparer, c'était pas si évident, et ça rentrait pas dans cette diplomatie où on avait le chapeau à plumes et le costume brodé d'or, avec des pensées en or, qui était l'emblème du diplomate. Des années 1840, 1850, c'est ça, C'est ça. La diplomatie s'est emparée vraiment de ce média à partir de la Première Guerre mondiale, parce qu'à ce moment-là, on a commencé à avoir une presse illustrée, et puis il y avait toute cette problématique de propagande, et à ce moment-là, c'était très important pour le ministère de communiquer par l'image. Mais pendant quasiment 80 ans, c'est resté plutôt une pratique privée, mais qui a été bien prise, parce que comme c'est une pratique un peu de la haute société, comme Marcel Proust, on arrivait, et on se faisait photographier, on allait dans le studio des photographes, et ça, l'intérêt, c'est que les diplomates pouvaient le faire partout dans le monde. Ouais, c'était chic. Oui. Et puis c'était pittoresque, parce que on rapportait des photos, quand on revenait à Paris, et qu'on avait des photos de costumes, de folklore, et on voyait des choses qui existait nulle part ailleurs, parce qu'il n'y avait pas de presse illustrée. Un usage commercial aussi que vous mentionnez pour des photos faites au Brésil, pour montrer aux amateurs le pays, pour inciter les entreprises françaises à venir s'implanter. Tout à fait. Alors ça, c'était une petite particularité de la Troisième République. Il faut revenir un peu dans le contexte. À l'époque, la France, économiquement, avait été battue par l'Allemagne, et militairement avait été battue en 1870. Donc il y avait l'idée un peu d'une guerre économique, et il fallait que le voyageur de commerce français soit présent partout. Mais pour qu'il soit présent partout, fallait l'attirer, il fallait lui montrer des belles photos, et donc on avait des diplomates qui allaient prendre toutes sortes de photos, qui ramenaient ça, et puis ça faisait, à l'époque, ce qu'on appelait des musées commerciaux, où on montrait des photos, voilà. Parce que l'image ne se diffusait pas, donc il fallait la montrer. Et donc on a des magnifiques collectes et des collections qui sont aujourd'hui chez nous aux archives des affaires étrangères. C'est donc avant même le tournant du siècle qu'on passe de la pratique privée ou individuelle à un usage officiel, notamment pour les photos de famille dont on va reparler, c'est-à-dire les réunions et sommets diplomatiques.
Voilà, alors ça a existé, pour vraiment faire l'histoire, dès des années 1850, mais de façon un peu parallèle. C'était pas diffusé, mais on avait quand même un peu cette pratique de la photo de famille. Et ça, c'est vrai que c'est amusant parce que c'est pour le coup une pratique très ancienne. Et pour les plus grands congrès diplomatiques, par exemple le congrès de Berlin en 1878, on a des photos des diplomates français à l'ambassade qui posent tous de façon un peu décontractée, mais bon, malgré tout c'est de la photo posée, parce que à l'époque les temps exigeaient cela. Mais c'est un document important dans les arcanes diplomatiques. Il faut se souvenir aussi qu'il y a eu un temps où on en faisait des toiles, des peintures de ces sommets diplomatiques. Donc la photo est venue concurrencer la peinture en quelque sorte. Et voilà. Ou remplacer. Exactement. Mais c'est vrai qu'à l'époque, vous le savez, les peintres utilisaient beaucoup la photographie parce que c'était quand même beaucoup plus facile pour avoir des portraits, etc. Donc la photographie a servi un peu de support aussi à la peinture avant de la supplanter. Et c'est avec la Première Guerre mondiale que la photo devient message, qu'elle participe au récit politique et à la guerre de l'information. Tout à fait, parce que on le sait, la Première Guerre mondiale, c'est la guerre totale. Donc la propagande est assez importante, et on le sait aujourd'hui avec la guerre en Europe, mais déjà cette guerre des images, elle existait, et déjà le ministère de la Guerre, à l'époque, a créé ce qui est aujourd'hui l'établissement cinématographique et photographique des armées, mais qui existait dès cette époque-là. Donc il fallait diffuser des images, et la France a commencé dès ce moment-là à être très, très, très offensive sur le sujet. C'est là aussi qu'apparaissent les premières manipulations de l'image, retouche des photos de poilus, les photos de la révolution russe, des révolutions russes, Bien sûr. Où on change les images d'un événement à l'autre. On change, ou on montre aussi, la France le faisait, une guerre évidemment plus joyeuse qu'elle n'était, parce que c'était évidemment un drame terrible. Oui. Judith Livslin et Frédéric Delamure, parlez-nous de ce qui constitue encore une partie, j'ai bien dit une partie de votre travail, un siècle et demi après son invention, les incontournables photos de famille, c'est-à-dire les chefs d'État, ministres ou diplomates disposés en randonnion. C'est un rituel, mais j'imagine pas forcément la part la plus passionnante de votre boulot, Judith. Alors oui, en effet, la photo de famille, c'est pas l'exercice que je préfère. Mais en fait, elle est obligatoire parce que sinon, on sait pas. Enfin, c'est pour l'histoire aussi. Et par exemple, je reviens du G7 au Japon, et ça m'a fait rire parce qu'en fait, il y avait plusieurs occasions de photos de famille. Il y a eu la photo de famille officielle avec la montagne derrière, le logo. Il y a eu aussi des tables rondes où c'était une photo de famille. Et en fait, je me disais, bon, c'est pas les photos que je préfère, c'est pas les. Mais il y a le Britannique. Le ministre des Affaires étrangères britannique, qui lui a fait une photo selfie dans le train. Eh oui. Et du coup, je me suis dit, c'était la meilleure photo de famille parce qu'elle était... ils étaient simples. Enfin, il y avait un côté où ils étaient tous... ils avaient l'air naturels, ils avaient l'air de bien s'entendre. Et du coup, je trouvais qu'en fait, voilà, maintenant, aujourd'hui, la photo de famille, elle est... parfois, elle peut être dépossédée aussi du photographe parce que ça va être les autorités qui vont les prendre elles-mêmes, et c'est sûrement les meilleures, en fait. Est-ce que vous êtes complètement dépossédé de ces photos ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est hors de question que vous puissiez donner des indications, voire des ordres aux personnalités qui sont là pour dire rapprochez-vous, mettez-vous comme ça ou à côté les uns des autres ? Frédéric Delamure. Oui. Alors justement, la photo de famille, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde se bat pour la faire, mais sur le moment, elle sert à rien, cette photo. Et elle sert quelques années après. Quand dans 20 ans, on va parler du G7 au Japon, par exemple, on sortira la photo de famille. Ouais. Ça qui est important. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que moi, j'étais témoin de manipulation de la photo de famille. On peut dire n'importe quoi. Parce que, par exemple, j'étais à un G7 à Évian, et il y avait Chirac et Bush qui étaient côte à côte, mais au moment de la photo de famille, ils parlaient chacun avec leurs voisins. Et après, dans les journaux, le lendemain, je vois en titre brouille entre la France et les États-Unis, parce que Chirac et Bush étaient dos à dos, vu qu'ils parlaient avec leurs voisins. Mais ils avaient cadré que cette partie-là. Vous voyez, on peut tout faire avec une photo de famille, quelque part. Est-ce que vous pouvez... Donc alors, pour répondre à ma question, vous ne
donnez pas d'ordre ou d'indication aux personnalités. Sur les grands sommets, c'est impossible que. Mais dès que c'est un peu plus. Enfin, il y a moins de personnalité, c'est possible parce qu'il ne faut pas aussi rater une personne qui va se cacher derrière. Donc, des fois, je suis un peu obligée de donner des ordres quand même en disant « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous mettre ici ?» Il faut un tout petit peu que ça ressemble à quelque chose aussi à la fin. Mais c'est pas quand c'est des grosses personnalités ou des chefs d'État. Ça, c'est pas possible. Là, on se met en avant et on se dit « Mais pour qui enfin, oui. Qu'est-ce qu'elle fait, quoi ?» Et de l'autre côté du miroir, est-ce qu'il y a des règles entre photographes et au sein de ce qu'on appelle le pool, comment ça s'organise aussi? Parce qu'il y a des plus ou moins bons placements, Frédéric Delamure. C'est compliqué parce que déjà on est mis souvent derrière une barrière et on attend. On met d'abord les chefs d'État en place et puis surtout, en tant que photographe, pour faire une bonne photo de famille, il faut vraiment être dans l'axe. Parce que si jamais vous êtes légèrement un petit peu à côté, la photo elle sera complètement bancale. Ce qui n'est pas le cas pour une caméra. Une caméra, il fera un plan large, il se bougera. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Hein. Il y a souvent beaucoup de batailles entre photographes pour être bien placés, pour la photo de famille. Ben justement, Frédéric Delamure, vous êtes l'auteur d'une photo rentrée dans l'histoire, celle où François Mitterrand et Helmut Kohl se tiennent par la main à Verdun, au milieu des tombes françaises et allemandes, le 22 septembre 84. Cliché devenu symbole de la réconciliation franco-allemande, mais qui résulte pour vous d'un coup de chance? Oui, tout à fait, un coup de chance incroyable. En fait, on avait été convoqués, les photographes, la veille à l'Élysée, au service de presse, pour qu'on choisisse nos places, vu que l'Élysée ne voulait pas que tous les photographes se promènent à droite et à gauche pendant les cérémonies. Et moi, j'avais eu un rendez-vous au Quai d'Orsay avant, donc je suis arrivé en retard. Et quand je suis arrivé à l'Élysée, on m'a dit « Monsieur Delamure, vous êtes en retard, donc vous aurez la plus mauvaise place. » Parce que vos petits amis ont pris être sur un podium au bout d'une allée pour pouvoir prendre le chancelier avec Mitterrand, avec toutes les croix derrière. Et voilà, donc je me suis retrouvé sur ce podium. Et là, il y a eu la poignée de main. J'étais très, très surpris. Et en fait, j'ai pris conscience de cette photo, l'importance de la photo. Après, je vous dirai pourquoi. Plus tard. Ah bah non, dites-nous maintenant. Dites-nous maintenant. D'abord, il faut rappeler que c'est, dans mon souvenir, d'images animées et non pas d'images fixes. Hein, c'est François Mitterrand qui prend l'initiative. Hein, Non, c'est la grande question. Ah non. Ah non, chaque pays dit que c'est l'autre. Ah bon? Demain que c'est lui. Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait juste une caméra qui était là, qui était un télédiffuseur haute, hein, qui diffusait à toutes les chaînes de télévision. Et au moment où il y a eu vraiment la prise de main comme ça, le caméraman filmait les troupes et les invités autour. Donc il faisait un plan large. Donc on n'a pas d'image où il prend vraiment la main. Donc dans le regard, on ne voit pas qui a commencé. Et donc moi j'ai eu toutes les versions possibles inimaginables. Ah oui. En tout cas, le symbole était tellement important. Bon, je crois que le débat, il est clos. Voilà. J'étais dans l'idée à peu près certaine que c'était François Mitterrand qui avait fait le premier geste. Non. Et alors donc, sur l'importance de... Quelques années après, j'avais eu une grande exposition de photographie à l'Arche de la Défense, et j'avais été invité j'étais interviewé par un journaliste de France Inter devant les photos, mais c'était ouvert au public. Et il y a une femme âgée qui nous a coupé la conversation, qui nous a dit, voilà, je suis strasbourgeoise, pour moi, cette photo, c'est la fin de la guerre. Et elle s'est mise à pleurer devant nous. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai vu l'importance de cette photo, quelques années après. Jean-Philippe Dumas, vous qui avez parcouru, même plus que parcouru, exploré largement les archives du Quai d'Orsay, la part de l'inattendu est finalement assez inattendue dans ces archives. Oui, c'est-à-dire ce qui est amusant, c'est que les diplomates ont cette image extrêmement formelle et compassée, l'uniforme, etc. Et en réalité, derrière, vous avez toutes sortes de personnalités. Et donc nous, à travers les photos, on voit ça apparaître. Alors il y a un consul qui est très connu, qui était en Chine au début du XXe siècle, qui s'appelle Auguste François. Il était là au moment de la guerre des Boxers. Lui-même s'était équipé de toutes sortes de matériel, y compris des premiers appareils un peu de film qui commençaient tout de suite à l'époque. Et alors il se fait photographier
dans toutes les situations, avec des panthères, en train de faire de la chasse. Et il y a même un moment où le consulat est envahi par les boxers, et à ce moment-là, donc tous les Chinois s'emparent des costumes, et donc après lui-même va photographier des jeunes garçons chinois revêtus d'ornements ecclésiastiques, etc. Donc en effet, si on fouille un peu, on se trouve dans des situations très curieuses qui sont un peu la situation des diplomates, mais aussi on en a aussi des diplomates explorateurs qui ont des idées un peu surprenantes. Par exemple. Par exemple, on a un diplomate qui avait entrepris en Amérique latine, c'était avant la construction du canal de Panama, donc l'idée c'était comment réussir à rejoindre le Chili facilement, et donc il pensait que en descendant l'Amazone, depuis le Chili, on pouvait réussir à rejoindre le Brésil, ouvrir une voie maritime, et il est parti comme ça, avec sa machette, voilà. Et donc là, on a les traces de son exploration. Donc il y a des idées un peu farfelues qui ont existé à toute époque, mais en particulier au 19e siècle, qui est un peu fertile en ce genre de personnalité. Des idées farfelues, mais aussi des éléments de preuve, parce que parfois les diplomates peuvent aller dans des endroits, se rendre dans des endroits où les journalistes ne le peuvent pas, où ils sont interdits, et donc ils peuvent rapporter des témoignages visuels, parfois qui sont dévoilés des années après, d'ailleurs. Vous en avez trouvé la trace de ça, Jean-Philippe Dumas? On trouve ça un petit peu dans certaines archives, en particulier, c'est le cas à la fin du 19e siècle, dans tous les conflits des Balkans, vous savez, qui était une poudrière entre la guerre de Crimée 1850 et les guerres balkaniques avant la Première Guerre mondiale, et évidemment par la suite. Et donc là, il y a malheureusement des premiers massacres ethniques dans ces régions, et en effet, pour montrer la réalité des éléments, les diplomates vont diffuser ce genre d'images, et même dans certains cas, il y a des dépêches qui sont accompagnées de photos, parce que quand on voit ces photos de massacre, évidemment, c'est poignant, et la force de l'image qu'on connaît aujourd'hui, elle existait déjà à l'époque, donc c'est évidemment pour une façon de rendre compte de façon très synthétique de la violence politique qui existait à l'époque. On parlait de hobby tout à l'heure. Parlez-nous des archives d'Hélène Opnaud, qui était l'épouse du dernier représentant français en Indochine, et qui a constitué un fonds assez important et qui a été versé aux archives diplomatiques au Quai d'Orsay. C'est ça. Hélène Opnaud est une grande personnalité de la diplomatie. Elle était elle-même pas diplomate. À l'époque, il y avait une femme qui avait accès à la diplomatie, mais c'était un peu exceptionnel. Simplement, elle accompagnait son mari, et elle a découvert en Chine, dans les années 1930, le pouvoir de la photographie. À l'époque, Pékin était complètement isolé, et elle a voulu absolument rapporter des souvenirs de cette période. Et après, elle a continué à travailler avec son Rolleiflex, et de façon assez intéressante, elle a fait des voyages par elle-même. Elle est devenue photographe, elle a publié des livres, dont le premier était préfacé par Paul Claudel, et on pouvait dire peut-être qu'elle a influencé son mari dans certaines affectations. Elle avait été totalement fascinée par Angkor, et c'est à cette occasion-là qu'elle est revenue, donc, comme vous l'avez dit, en Indochine avec son mari dans les années 1950, et qu'elle a pris des photos. Frédéric Delamure et Judith Litvin, on n'est plus au temps des explorateurs, donc évidemment la découverte du monde et le métier a changé. Frédéric Delamure, en parcourant votre album, on est saisi par vos photos de guerre ou de catastrophes. Elles sont hélas nombreuses. Vous avez été présent sur de nombreux théâtres tragiques, le centre-ville de Beyrouth dévasté en 91, les décombres de Port-au-Prince, la capitale haïtienne ravagée par un terrible séisme en 2010, reportage dont vous dites qu'il a été le plus éprouvant de votre carrière. Oui, tout à fait, parce que je suis arrivé le surlendemain. Surtout moi, j'y étais 2 mois avant, et de retrouver un tel chaos, c'était pour moi absolument inimaginable. Je me souviens quand j'ai vu la résidence de France. Moi, j'avais vécu dedans pendant 15 jours, juste avant. Je l'ai vu, et
C'était tellement énorme qu'un bâtiment comme ça puisse s'effondrer totalement. Je sais que mon cerveau a complètement déconnecté quelques secondes. C'était absolument incroyable. C'est un vieux bâtiment, classique à colonnade, et qui est devenu un millefeuille qui s'est effondré sur lui-même. Ma chambre qui était au 2e étage, et s'est retrouvée au rez-de-chaussée. C'était absolument incroyable. Et puis surtout, ce nombre de morts. J'ai jamais vu autant de morts d'un coup dans ma vie. Jamais. Et c'est vrai que les images à la télévision ont été très coupées, pour pas montrer toutes ces horreurs quand même. Judith Litvin, vous avez la même liberté que votre prédécesseur et voisin dans ce studio pour photographier, pour saisir les à côté et les situations des villes et des pays que vous traversez. Alors oui, c'est vrai que c'est mon exemple un petit peu de ce qui a été fait avant. Donc en plus, on a travaillé ensemble pendant une dizaine d'années où moi j'étais à la vidéo et lui était à la photo. Donc je me suis beaucoup inspirée de Frédéric, ça c'est sûr, parce que en fait il y a ce qu'on nous demande de faire les poignées de main, les photos de famille. Et après, en tant que photographe, c'est irrésistible de prendre les photos qu'il peut avoir à côté et d'avoir la liberté aussi de faire les photos qu'on veut. Et surtout, en fait, aujourd'hui, je pense que la différence entre nos deux époques, c'est les réseaux sociaux, et que les réseaux sociaux aussi demandent d'avoir des à côté. Alors, on ne peut pas tout montrer, et de toutes les façons, il n'y a pas grand-chose de caché qui éveillerait l'intérêt des gens aussi. Et les réseaux sociaux amènent à avoir un peu plus d'intimité aussi, de montrer les choses un peu moins rigides qu'une poignée de main, qu'une photo de famille, d'avoir un côté un peu plus relâché. Moins de photos de famille et plus de gros plans, plus de portraits, c'est ça ? Exactement, ouais. Plus de portraits, plus de... Et quelque part, ça, je pense que voilà, il y a une verticalité dans l'image qu'il y avait moins avant, parce qu'en fait, le téléphone portable amène cette verticalité du regard. Et du coup, il y a aussi peut-être un peu moins d'infos dedans. Oui. Et par contre, il y a plus un intérêt sur l'esthétique, sur le visage, sur une poignée de main, mais qui du coup va être resserrée et qui va pas être... et ça, c'est... Oui, Frédéric. Frédéric Delamure. Je sens que tu veux intervenir. Ce que je voulais juste rajouter là sur les photos, en plus de la photo officielle, je trouve que c'est extrêmement important, et ça, dès que je suis arrivé au Quai d'Orsay, c'était montrer aussi ce qui se passe à côté, ce qui se passe dans la rue. Parce que la diplomatie qui se passe là aura des répercussions sur ce qui se passe plus tard. Et moi, je sais que là, le jour où je céderai au Quai d'Orsay toutes mes archives personnelles, je pense que quelqu'un des archives m'avait dit ce qui était important dans le travail que j'ai fait pendant ces 40 ans, c'est qu'on a la diplomatie et qu'est-ce qui s'est passé en même temps. Donc pour le regard pour des historiens dans 500 ans, ils auront les deux en même temps. Et ça, je pense que c'est très important. Et c'est comme ce que fait Judith actuellement, un peu en continuation du travail, qu'on n'ait pas que le travail du diplomate, qu'on ait l'ambiance générale. Quand même. Jean-Philippe Dumas, vous avez des idées, des souvenirs, des exemples de grandes photos qui ont marqué l'opinion de photos diplomatiques? Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le travail que signale Frédéric Delamure, et en particulier dans son livre, il y a cette photo où on voit Poroshenko, Poutine, Merkel qui se retrouvent pour la première fois après l'invasion de la Crimée. C'est à l'anniversaire du débarquement, voilà. C'est ça, en Normandie. Voilà. Et ce type de photos, on les a dans les années 20. Il y a un moment très particulier, et on voit vraiment ce basculement qu'on avait dit avec la guerre de 14. Mais il y a un moment où la France va reconnaître pour la première fois donc le régime bolchevique. Avant, donc la France avait joué un grand rôle dans l'établissement de la Pologne, et donc il y a une espèce de renversement d'alliance. Évidemment, on abandonne un peu les Polonais pour normaliser nos relations, et donc tout ça s'est fait à Genève, et on voit exactement la même photo. Le ministre brillant est là avec son regard un peu matois, et puis on voit le ministre des Affaires étrangères polonais qui a l'air blanc, livide, complètement abandonné. Et donc ça, ces événements historiques, à partir du moment où on a une photo un peu instantanée, on les voit dans l'image. On a déjà des photos instantanées dans ces années-là, et pas seulement des choses posées avec des flashs, comment on appelle ça, je perds le nom là. Il y a les deux, c'est-à-dire c'est vrai qu'il fallait certaines
conditions de lumière, et à l'époque, les photographes aimaient bien travailler dans des conditions, techniques idéales, et donc avec des grands appareils, avec des chambres de grand format, etc. Et des personnages figés. Voilà, mais si les conditions de lumière étaient bonnes, on pouvait faire des photos. Et il y a un grand photographe allemand qui s'appelle Erich Salomon, qui à l'époque était connu pour faire des photos volées de conférences internationales. Par exemple, des photos, on voyait des négociateurs qui étaient censés encore à 1h ou 2h du matin en train de négocier. Lui-même arrivait, il montait sur des échelles de pompiers, il prenait un petit appareil et on s'apercevait qu'ils étaient tous en train de dormir et que en réalité c'était simplement pour scénariser la difficulté de la négociation qu'ils étaient dans ces cas-là. Donc non, c'est cette idée de l'image, vraiment les photographes s'en sont emparés très tôt, et les journalistes aussi. Alors je vais vous demander à chacun, pour conclure, de choisir un cliché emblématique à vos yeux des affaires étrangères. Vous n'avez pas choisi, Judith Edwin? Je sais pas, il y en a beaucoup en fait. Ah ben oui, mais il fallait en choisir un, c'était le jeu. Alors Frédéric Delamure. J'ai droit à deux. Allez, deux. On a tous les droits, tout le temps. Donc déjà, il y a un premier point de vue politique, pour moi, c'est cette photo que j'ai faite des chars allemands défilant sur les Champs-Élysées. Avec la croix de fer. Avec la croix de fer. Et je sais que certaines personnes m'ont dit qu'il fallait pas trop montrer cette photo, du moins c'était trop horrible ce qui s'est passé, que ça rappelait tellement de mauvais souvenirs. Je vais la décrire cette photo parce que elle m'a marqué aussi, je l'ai vue parce que on est dans l'axe de la rue Royale, hein, c'est-à-dire avec l'hôtel de la Marine et puis d'un côté et puis l'Automobile Club et l'hôtel de Crillon de l'autre, et surtout il n'y a pas de signe de modernité sur la photo. Il n'y a pas de passage piéton, de mobilier urbain, de choses comme ça, etc. Donc, elle est assez intemporelle. Il n'y a personne, surtout dans la rue. Il n'y a personne dans la rue, et il y a effectivement des chars qu'on ne peut pas dater. Enfin, c'est pas comme une automobile, un char. On ne sait pas si il est des années 70, 80 ou 40. Et donc, on a ces chars qui sont effectivement reconnaissables avec la croix de fer dessinée dessus, et qui sont il y a 4-5 chars sur la photo. 4-5 chars. Voilà. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ces chars sur les Champs-Élysées, c'est un signe d'espoir. Hein. On pourrait dire peut-être dans 50 ans, on n'en sait rien, un siècle, il y aura des chars russes qui défileront à Kiev, qui seront invités par les Ukrainiens. C'est bon. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment une photo importante et vraiment un signe d'espoir. Et la deuxième photo, c'est la réconciliation franco-allemande. Okay. Et puis une autre précision aussi, c'est une photo comme toutes celles qui sont publiées dans l'album, une photo en noir et blanc. Vous n'avez travaillé qu'en noir et blanc, Frédéric Delamure ? De ma carrière, j'ai travaillé en négatif, noir et blanc, et la deuxième partie en couleur. Et le choix d'avoir mis en noir et blanc la deuxième partie du livre, c'est pour que ce soit un peu uniforme, pour que ce soit le noir et blanc. Alors, votre deuxième choix ? La deuxième photographie, c'est plutôt sur la présence de la France à l'étranger, mais pas du tout du côté diplomatique. Il y a une photo de cette femme qui est consul honoraire à Luxor, et qui à moitié du temps s'occupe des problèmes en tout genre des Français quand ils sont à l'étranger, et l'autre moitié du temps, elle travaille comme infirmière et elle aide les déshérités. Et j'ai suivi cette personne, et pour moi c'est une sorte de projection de la France, de ce qu'il y a de meilleur, en fait. Hein, voilà. Il y a une autre photo à laquelle je pense en vous écoutant parler, que je trouve magnifique, c'est la photo d'une diplomate. Est-ce qu'elle est consul ambassadrice en prison ? En prison, c'était au Pérou. Elle vient visiter Et elle va visiter, il y avait un Français qui était enfermé parce que il était accusé de trafic de drogue. Et la photo, elle était prise, c'est la porte extérieure de la prison. Ouais. Donc on frappe à la porte, et puis il y a cette personne-là qui ouvre la petite fenêtre, qui regarde comme ça. Et je peux vous dire que cette jeune femme, je sais pas, qui devait avoir 25 ou 30 ans à ce moment-là, c'est pas drôle de se retrouver dans des prisons comme ça, rien que la fouille, ce genre de choses. Courageux, hein, courageux. On voit le profil de la diplomate, et on voit les yeux, une partie du visage de la prisonnière, et c'est extrêmement... Et elle a porté du courrier à ce prisonnier, justement, de sa famille. Jean-Philippe Dumas, votre choix ?
Je vais faire comme Frédéric, je vais en choisir 2. Allez-y, on a tout le temps. Non, je voulais illustrer, peut-être, parce qu'on a beaucoup parlé de questions historiques, mais un peu illustrer un peu le travail qu'on fait, nous, qui est un travail d'archiviste, et les difficultés qu'on a par rapport aux images. Et une des difficultés, évidemment, parce qu'on met toutes ces photos sur Internet, il y en a 150 000 qu'on peut consulter sur le site du ministère, c'est évidemment d'avoir les descriptions les plus précises. Et alors, il y a une image, moi, qui me plaît beaucoup, c'est parce qu'elle n'avait aucune légende et il fallait l'identifier. Et donc, on a réussi à savoir que c'était une image donc des plénipotentiaires français au congrès de Berlin en 1878. Cette photo était prise dans les arrière-cours de l'ambassade de France de la Pariser Platz, qui a été détruite elle-même pendant la guerre. Donc, c'était un peu difficile d'identifier le bâtiment. On a réussi à reconstituer, il y avait une quinzaine de diplomates et 10 ans après avoir fait la notice, j'ai réussi à identifier un des personnages, qui est le diplomate Barrère, très important parce que c'est lui qui a été ambassadeur à Rome et c'est à lui qu'on doit le basculement de l'Italie qui est passer à côté de la France dans la Première Guerre mondiale. Et ce diplomate est connu parce qu'il a un magnifique portrait au Petit Palais, c'est représenté portrait en pied, en uniforme, etc. Et il était toujours très élégant avec une barbe extrêmement bien taillée. Et 10 ans après, je me suis dit, c'est pas possible, vu la place qu'a pris cet homme-là, exactement bien placé au milieu de l'image, vis-à-vis du photographe, même s'il faisait pas les dangers, mais légendé, ça ne pouvait être que Barrère, parce que déjà, il avait cette façon de se présenter et d'habiter l'image de façon tout à fait particulière. Et après, autre émotion d'archiviste, c'est que souvent, on ouvre des boîtes de plaques de verre, etc. Et je me suis aperçu que dans les années 1910, on avait les premières photos, à mon avis, les premières photos connues de la Mauritanie, sur un pays qui était à l'époque en dehors des aires coloniales. Et donc, on a récupéré un reportage photo au moment où il y a une expédition militaire française qui a lieu avec le général Gouraud. Et donc là, on a les premiers visages et les premières vues de Mauritanie. On a présenté ces images à une délégation mauritanienne un jour et ils étaient très très émus parce qu'ils ont dit mais en réalité c'est les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui sont les descendants, c'est il y a un siècle. C'est première photographie du pays, sans doute. C'est les mêmes familles. Première photographie du pays et en plus première photographie qu'on a montrée à des familles qui ont découvert là les premières photos de leurs arrière-grands-parents. Voilà, donc ça fait partie un peu, c'est pas la grande histoire, mais c'est notre métier d'archiviste de travailler, et ça c'est ce qui nous donne toujours un peu la passion de continuer à travailler sur les images. Judith Litvin, avez-vous fait votre choix? Oui, j'ai eu le temps de regarder dans mon téléphone. Et vous avez trouvé dans votre téléphone? Oui, alors du coup c'est l'année dernière. On parlait des photos diffusées, pas diffusées. Ouais. C'est une photo que j'ai pas pu forcément diffuser parce que c'était un visage d'enfant. Donc elle est restée dans votre téléphone. Elle est restée dans mon téléphone. Elle est restée dans mes archives à moi. Et c'est quand on a reçu des familles ukrainiennes. Les accueillir, et en fait c'est le centre de crise qui les a accueillis, et du coup c'était un petit garçon qui était là que j'ai pris en photo avec en premier plan il y a les vestes du centre de crise, et ce petit garçon il a le visage d'un ange et il était tellement souriant, et sur la photo il a l'air moi elle me touche énormément quand je la revois, je revis le moment, donc ça fait partie aussi des à côté, et peut-être plus tard, elle sera diffusée quand... Oui, parce que vous voyez bien le paradoxe. Je vous ai demandé de choisir un cliché emblématique des affaires étrangères et vous me proposez une photo qui n'a pas été diffusée par le réseau des affaires étrangères. Non, mais c'est ça en tout cas, moi, ce qui me touche, c'est beaucoup les visages et les regards. Donc, au-delà de ça. Et sinon, une autre photo qui a été diffusée, qui est l'ambassadrice de France en Ukraine, en 2019, où je l'ai suivie pendant une semaine dans ses activités, donc c'était avant la guerre, 2018, et elle a son gilet pare-balles, le casque aussi de protection, et on est au-dessus d'un toit sur une école dans le Donbass. Et donc pour moi, c'est aussi une photo très emblématique qui est aussi un petit peu la diplomatie féministe, où on voit une femme qui est sur le terrain, et c'est aussi la diplomatie de terrain, où c'est une ambassadrice, et elle n'est pas dans son bureau en train de rédiger des notes, elle va sur le terrain et
elle regarde ce qui se passe. Et donc celle-ci, moi, c'est une photo qui me touche beaucoup. Ben oui, parce que c'est un métier qui s'est heureusement féminisé. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Jean-Philippe Dumas, ça a longtemps pas été du tout le cas. Hein. C'est vrai, parce que la première femme qui était Suzanne Borel, donc a eu un rôle. Enfin, non, on lui a pas donné beaucoup de responsabilités. Ah oui. Elle s'est occupée des affaires culturelles, et même en interrogeant aujourd'hui des diplomates partis en retraite, elle vous disait par exemple, il y a certains pays qui étaient interdits aux femmes, et encore très récemment. Donc ça, c'est un combat qui est en cours. Oui. Et donc la première femme ambassadrice, c'était la première femme diplomate de carrière, c'était Suzanne Borel, qui a épousé après, parce qu'elle a une activité dans la résistance, et donc elle a épousé après le futur ministre des Affaires étrangères, Bidault. Et donc voilà, elle est plus connue sous son nom de Suzanne Bidault, et à ce moment-là, donc elle était épouse de ministre, et elle a quitté la carrière. Merci à tous pour cette première partie de notre table ronde, le récit des affaires étrangères par l'image. Je vous invite à poursuivre l'écoute avec la deuxième partie de cette table ronde qui discutera de l'impact sur la diplomatie et le métier de diplomate d'une société saturée par l'image. Je remercie Jean-Philippe Dumas, Judith Litvin et Frédéric Delamure. Et je rappelle un photographe au Quai d'Orsay, 40 ans de diplomatie française, avec une préface de Catherine Colonna et des textes d'Isabelle Lasserre. Ça vient de paraître aux éditions de La Martinière. Retrouvez Source Diplomatique, le podcast au cœur de la diplomatie française, sur toutes vos plateformes d'écoute. Cet épisode de Source Diplomatique était présenté par Patrick Cohen.